Construire un SRV demande d'effectuer en moyenne entre 10 et 20 étages de fracturation le long de la section horizontale du puits en partant de son extrémité. Typiquement, chaque étage de fracturation consommera de l'ordre de 2000 m3 d'eau, 200 tonnes de sable, mais seulement 20 m3 de produits chimiques. Pour fixer les idées, 2000 m3 d'eau, c'est grosso modo le volume d'une piscine olympique. Un puits complet, c'est donc plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes d'eau, plusieurs milliers de tonnes de sable et quelques centaines de mètres cubes de produits chimiques. La fracturation hydraulique nécessite des installations de surface et des équipements spécifiques dans la partie horizontale du puits. Les installations de surface sont destinées à préparer le fluide de fracturation, puis à le porter à haute pression en vue de l'injecter dans la formation. On commence tout d'abord par viscosifier l'eau par adjonction de produits chimiques, puis on introduit le sable grâce à des vis d'Archimède très semblables à celles utilisées en agriculture. La seconde phase consiste à porter le mélange à haute pression, typiquement entre 500 et 700 fois la pression atmosphérique, pour ensuite l'injecter dans le puits au droit de la formation à fracturer. De telles gammes de pression réclament des puissances de pompage de l'ordre de 10 000 chevaux, l'équivalent de 100 berlines de 100 chevaux. Dans le puits, la méthode la plus utilisée est celle du plug and perf. Elle consiste à placer un obturateur en caoutchouc en aval du dernier étage déjà fracturé, puis à percer le casing et la gaine de ciment avec de petites charges explosives permettant ainsi d'y séquestrer le fluide. L'opération est répétée jusqu'à l'entrée de la portion horizontale du puits. De la même manière qu'un réseau routier doit converger vers une grande ville avec un minimum d'embouteillage, la qualité de la connexion entre le SRV et le puits est tout aussi importante que la qualité du SRV lui-même. Même avec une qualité exceptionnelle de SRV, une liaison tortueuse et dégradée entre le SRV et le puits jouera le rôle d'un goulot de bouteille, ralentira le fluide et pénalisera fortement la production. Mais développer un gisement non conventionnel, ce n'est pas seulement construire un puits, c'est construire des milliers, voire des dizaines de milliers de puits, tous horizontaux et multifracturés. Un véritable processus à la chaîne où les dépenses de forage et de fracturation représenteront entre 70 et 90% des investissements globaux contre 30% dans un projet conventionnel. Aussi, les opérations très répétitives seront-elles normalisées, les consommables et les services standardisés et négociés en grande quantité afin d'obtenir des prix de gros. C'est d'ailleurs sur la mise en œuvre de ce processus à la chaîne que repose en grande partie la réussite du modèle américain. Un puits y vaut 3 à 5 fois moins cher qu'ailleurs. Cette standardisation repose notamment sur le concept de PAD, une extrapolation onshore du concept de cluster. Il consiste à forer entre 5 et 15 puits horizontaux à partir d'une surface équivalente à 2 ou 3 terrains de football. La vie d'un pad commence par une phase de terrassement suivie de la pose d'une membrane géotextile permettant de protéger le sol et le sous-sol de toute pollution accidentelle, puis de la construction d'un mur anti-bruit. Si le pad est particulièrement encombré durant les phases de forage et de fracturation, pendant la phase de production, l'encombrement se réduit au puits, aux séparateurs et aux réservoirs de stockage. L'efficacité énergétique d'un pad en termes de surface au sol est particulièrement exceptionnelle puisqu'un demi-hectare de surface drainera près de 15 km² de pétrole et de gaz dans le sous-sol. En considérant une production de seulement 500 000 barils par puits, un pad de 10 puits nécessitera très peu de surface au sol quand on le compare aux panneaux solaires ou aux éoliennes, et ce pour produire une même quantité d'énergie. Ces résultats ne sont pas surprenants dans la mesure où pour le pétrole et le gaz, l'énergie concentrée dans le sous-sol converge en un point de la surface, alors que pour le solaire et l'éolien, l'énergie dispersée dans l'atmosphère doit être collectée en surface.
Vous trouverez les informations détaillées dans mon ouvrage « Gaz et pétrole de schiste en question » paru aux éditions Technip. Il est disponible en français et en anglais, en librairie et sur le net. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Nous y analyserons les raisons objectives de l'opposition sociétale au développement des gaz et des pétroles de schiste.